Retour sur le plateau de l'événement du dimanche LCI, toujours avec notre invité Gilles Kepel. Merci d'être avec nous. Une attaque massive serait une question d'heures ou de jours, selon les responsables israéliens, après l'appel à évacuer de plus d'1 million de Palestiniens du nord de la bande de Gaza. François Clémenceau. Est-ce que vous comprenez, Gilles Kepel, qu'on soit sidéré par les images que l'on a vues la semaine dernière de ces habitants littéralement massacrés dans leur propre village, et en même temps stupéfait de voir à quel point Benjamin Netanyahou est capable d'ordonner en moins de 24 heures l'évacuation de plus d'1 million de personnes dans des conditions absolument dantesques dans cette bande de Gaza qui souffre déjà depuis tellement longtemps. De son point de vue, Benjamin Netanyahou a besoin de se refaire une stature politique. Puisque en Israël, unanimement, à part ses soutiens dans l'extrême droite, tout le monde considère que c'est à cause de lui que ça s'est produit. Les images que l'on vient de voir de lui auprès des troupes, en gilet pare-balles, y participent pour vous ? Oui, il essaye de se refaire une identité militaire pour montrer qu'Israël reste le plus fort. Puisqu'il faut bien voir que c'est un échec terrible pour l'image d'invincibilité d'Israël. C'est pourquoi j'ai comparé ça au 11 septembre, les tours jumelles, si vous voulez, c'est le même effet psychologique. Et ça pose un très gros problème, même à Israël, dans la région, puisque pourquoi est-ce que des gouvernements arabes faisaient des alliances avec Israël, en se mettant parfois en difficulté par rapport à leur opinion publique? Puisque les armes israéliennes qui sont livrées à ce moment-là permettent à ces États de mieux s'assurer. Le Maroc dispose d'armes israéliennes qui tiennent en respect les vieux chars soviétiques qui sont du côté algérien. Les Émirats arabes unis disposent d'instruments de surveillance électronique qui leur permettent de se prémunir plus efficacement des attaques iraniennes, etc., etc. Or, si tout d'un coup apparaissent des failles aussi terribles dans la capacité du système israélien à se défendre, cette barrière de Gaza, je l'ai traversée plusieurs fois en revenant de la bande de Gaza parce que j'allais voir des gens du Hamas pour mon travail. C'était l'endroit le plus sécurisé du monde. Elle a coûté, paraît-il, $1 milliard. Bon, les images qui m'ont le plus stupéfaite, outre les images d'horreur que vous témoignez, qui bouleversent tout le monde, jusque y compris dans le monde arabe dans un premier temps, c'est le bulldozer qui traverse la frontière et qui cisaille ça et qui passe comme une lettre à la poste, si j'ose dire. Et ces images sont absolument terrifiantes. Et alors, il est très important pour Netanyahou, si vous voulez, de se donner le sentiment qu'il reprend les choses en main, même si sa liberté à l'intérieur est très réduite, puisqu'il a dû prendre ses deux rivaux, qui sont eux des vrais militaires, Gabi Eisenkot et le général Gantz, dans son cabinet d'union nationale. Et je pense qu'il est surtout, il met un gilet militaire. Je ne suis pas sûr qu'il ait lui-même, on le voit là, qu'il ait lui-même l'initiative au niveau intérieur, mais il le faut pour des raisons, parce que c'est lui qui a la majorité, et je suis encore moins sûr qu'il ait, pour répondre à votre question, l'initiative sur la capacité ou non de lancer les troupes à Gaza. Justement, ces appels répétés à... Oui, mais ça fait un moment qu'on appelle, vous trouvez pas ? Une offensive, effectivement. Ça fait quoi ? Ça fait 3 jours ça fait 3 jours et rien n'intervient. Chaque fois que je viens, est-ce qu'il y a eu l'offensive ? Non. Mais il faut qu'il retrouve cette réputation de force et d'invincibilité. Oui, c'est ça, jusqu'à un certain point. Mais c'est pas lui qui prend la décision. Aujourd'hui, il y a les deux, on l'a dit tout à l'heure, les deux porte-avions, pas les porte-avions, les escadres, enfin les groupes aéronavals, voilà, c'est le cherchais, les deux groupes aéronavals américains qui contrôlent toute la région, et il y a monsieur Lloyd Austin, le secrétaire, le Defense Secretary, le ministre de la Défense américain, qui est sur place à Tel Aviv. Il y a monsieur Blinken qui vient de voir Mohamed Ben Salman, qui voit je ne sais qui aujourd'hui. On a le ministre des Affaires étrangères iranien qui vient d'aller au Liban voir Nasrallah et qui est aujourd'hui à Doha où tout se décide et qui a vu Ismail Haniyeh, le vrai patron du Hamas. Donc, si vous voulez, je ne pense pas que qui que ce soit aujourd'hui puisse laisser Netanyahou prendre lui-même une décision, ni en Israël où le consensus des militaires normalement doivent estimer qu'il a fait assez de conneries comme ça, ni les États-Unis qui sont extrêmement attentifs à la situation internationale. La décision ne viendra pas de lui. Elle ne peut, de lui seul. On peut prétendre qu'elle vient de lui si on le laisse, mais ça m'étonnerait, si vous voulez, parce que quel est l'enjeu, comme vous l'avez très justement souligné, c'est que pour l'instant, on a une opinion occidentale qui est majoritairement horrifiée par ce qui a été vu
et qui, d'une certaine manière, donne, jusqu'à un certain point, un blanc-seing à Israël pour se défendre. On l'a vu dans un certain nombre de réactions illicites, etc. Dans le monde arabe, évidemment, c'est plutôt le contraire, mais l'opinion a été relativement, disons, calme jusqu'alors, car ces images d'horreur ont été excessives. Et moi, je suis convaincu que cette opération... Des manifestations de soutien. Oui, mais si vous voulez, ça aurait pu être beaucoup plus important. Oui. Parce qu'il ne faut quand même pas imaginer que l'ensemble des Arabes et des musulmans sont des êtres sanguinaires, etc. Ça, c'est une représentation fantasmatique. C'est comme ça que vous expliquez le calme, par exemple, des habitants palestiniens de Cisjordanie et des Arabes israéliens qui vivent aujourd'hui majoritairement en Galilée. Oui, il y a d'autres raisons aussi, parce qu'ils sont sous contrainte. Oui. Mais je crois qu'effectivement, c'est très difficile, disons, pour des intellectuels ou des élites arabes. Il y en a bien sûr qui sont partis dans l'exacerbation des choses, mais d'appuyer de but en blanc, d'entériner des scènes pareilles, même si on considère qu'Israël est un État sioniste qui a indûment occupé la Palestine, tout ce qu'on veut, si vous voulez, il y a quelque chose. Or, si on passe à une attaque massive terrestre, des centaines et des milliers de morts, etc., évidemment, il va y avoir un basculement jusque dans l'opinion occidentale. Et ça, on en voit bien. Les otages dans tout ça, à votre avis Malheureusement, justement, si offensive terrestre il y avait, ça veut dire que c'est fini pour les otages. Et ça, je ne suis pas sûr que... je crois que ça fait partie de l'immensité des options. Je ne sais pas s'il y a des logiciels qui travaillent là-dessus, mais ça. Mon hypothèse est la suivante, c'est que ça ne peut pas être un gars du Hamas qui a décidé cette opération, évidemment. C'est une option qui a été très longuement planifiée. Sa coïncidence avec l'anniversaire, le 50e anniversaire de la déclenchement de la guerre dite du Kippour ou du Ramadan, qui avait restauré la fierté arabe après l'échec de la guerre des 6 jours 67, n'est pas fortuite. Et en termes de timing précis, elle intervient aussi et surtout après que 2 ministres israéliens ont été pour la première fois reçus en Arabie Saoudite. Si l'Arabie Saoudite avait trouvé son pacte à elle avec Israël, parce qu'ils n'ont pas fait comme les signataires des pactes d'Abraham, considèrent que c'est des petits États, l'Arabie Saoudite sous Mohammed Ben Salman est, dans la représentation de son chef, mais aussi de manière objective, devenu une superpuissance. Il s'était émancipé des États-Unis, relativement. C'est plus la pompe à essence des États-Unis. Il traite avec les Russes, il traite avec les Chinois, et c'est eux qui décident du prix du pétrole. Quand Biden leur dit « augmentez vos prix », ils l'envoient sur les roses. Et donc, le prince Mohammed Ben Salman, qu'est-ce qu'il cherche? Il peut dire aussi « je peux également négocier avec Israël à mes conditions ». Et c'est pas comme les autres, mais c'est possible. Pourquoi? Parce que finalement, désarmement israélien, avant la déroute récente, c'est aussi une garantie supplémentaire face à l'Iran. L'Iran, évidemment, ne veut pas de ça, et c'est l'Iran qui, on voit bien dans ce type d'opération, c'est une option planifiée qui ressemble à ce qu'ont fait l'Iran autrefois, c'est-à-dire c'est la force Quds, la force extérieure des passes d'Aran, dont le général Soleimani était le chef, qui a été tué à Bagdad par les Américains il y a peu de temps, qui ont préparé ça. Il y a eu des préparations de très longue date. Et une aide logistique et financière. Oui. Voilà. Mais néanmoins, vous n'aviez pas d'officier iranien sur le terrain, d'officier de passe d'Aran, tant qu'on sache, qui disait aux soldats, fais ceci, fais cela. La frontière a été franchie avec une facilité déconcertante. Et ces gens dont on imagine quand même qu'un peu comme les gens de Daesh, ils n'étaient pas complètement sans avoir, un peu de captagon ou autre chose pour désinhiber la violence, soudain coup se sont livrés à une espèce de razzia, au sens ancien. Le mot razzia vient de l'arabe razou, c'est-à-dire ces raids extrêmement violents où on va tuer les hommes d'une autre tribu, prendre les femmes et les enfants, couper les arbres, détruire le bétail, etc. Parce qu'on ne peut pas tenir le rapport de force longtemps. Ça a été, on a l'impression qu'ils ont été surpris et que du coup, tout leur a été ouvert. Ça a dépassé très largement l'effet négatif des images a été terrible, indépendamment de l'échec d'Israël. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces otages? C'est très difficile de négocier autant d'otages, de les maintenir en vie, etc. Est-ce que vous avez cru comprendre dans les déclarations de certaines autorités israéliennes que finalement ces otages seraient sacrifiés et que finalement... Si tant est qu'il y ait guerre, il y eut. Opération terrestre, il y eut. Autrement, on n'y est pas encore. Si je vous comprends bien, Gilles Kepel, ça veut dire que vous avez évoqué en un mot le Qatar. Ça veut dire qu'entre la décision des Iraniens, entre celle des Américains et celle d'Israël, il y a pour l'instant un petit pays
qu'on connaît bien ici en France, et qui... Voilà, c'est là que ça se joue. Ça arrange le droit et même les capacités et les compétences de pouvoir entamer une négociation avec d'un côté les Israéliens, de l'autre côté le Hamas, et tout en ayant un regard vers l'Iran. Je veux dire, on oublie que le Qatar a quand même été le principal financier de Gaza depuis des dizaines d'années. Avec la bénédiction israélienne. Bien sûr. Quand les avions, chaque semaine, je crois, plein de dollars, parce qu'il n'y a pas de distributeur d'ATM à Gaza. Vous aviez chaque semaine un avion de Qatar Airways, plein de cash de dollars qui arrivait à l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv en Israël. On mettait les mallettes dans des Mercedes, je ne sais trop, je fais pas de publicité pour une marque de voiture particulière, vers la frontière de Gaza, escortés par le Mossad ou le Shin Bet. À Gaza, les services secrets égyptiens qui sont très actifs à Gaza, qui sont un peu ceux qui maintiennent le lien. Et du reste, le général Farag, que j'avais bien connu autrefois en Égypte, qui m'avait expliqué ce que serait la réaction de l'armée égyptienne après les printemps arabes. J'avais pas voulu le croire. Il avait raison. C'était un grand regret de ma vie d'orientaliste, c'est de ne pas avoir cru le général Farag. Et là, il explique, donc je vais essayer de le croire cette fois-ci, on a dit, c'est l'un des patrons du renseignement, c'est l'intellectuel en chef de l'armée égyptienne, il explique, on a prévenu les Israéliens qu'il se passait quelque chose une dizaine de jours avant, en effet. Et ils n'en ont pas fait. Si c'est le cas, ça va dans le sens de l'effondrement du netanyahouisme. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Doha n'est pas tellement... C'est pas le Qatar qui tire les ficelles, si vous voulez, globalement. Le Qatar n'est pas plus important que les États-Unis ou que l'Iran, si vous voulez. Mais c'est lui qui fournit le lieu de la négociation. Je reviens, pourquoi est-ce qu'il donnait de l'argent Hamas avec la bénédiction israélienne? C'est pour que ça ne pète pas, justement, que ça n'explose pas. Pour maintenir une sorte de niveau de survie à Gaza qui ne soit ni trop ni pas assez et qui permette à Israël de ne pas avoir à gérer une politique trop répressive qui aurait des effets pervers, vous voyez. Et donc aujourd'hui, c'est là que les choses se passent, la négociation se passe. Abdollahian, le ministre iranien des Affaires étrangères, y était encore hier, il a vu Ismail Haniyeh, le vrai patron du Hamas. Que nous allons voir. Voilà, on a des images, je crois. Absolument. Et donc, les médias étaient présents. Voilà, je ne sais pas où est M. Blinken aujourd'hui, il était en Arabie Saoudite hier, c'est pas très loin l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et donc c'est à cet endroit-là, si vous voulez, que se joue une négociation, puisque l'affaire qui nous occupe en ce moment n'est plus seulement une affaire israélo-palestinienne. Bien évidemment, pour Israël, en termes d'enjeux politiques, il est important de montrer qu'ils ont la supériorité. Mais rappelez-vous, lors de la guerre de 73, dont on a parlé tout à l'heure, et qui était 5 ans avant, Israël, après l'offensive victorieuse des Arabes, et après le pont aérien américain, fait la contre-offensive. Et l'armée israélienne balaye les défenses égyptiennes, traverse le canal de Suez et s'arrête à 101 km. Pourquoi? Parce que le roi Faisal d'Arabie Saoudite, à ce moment-là, déjà les Saoudiens, met l'embargo sur le pétrole et les Américains disent « stop », sinon ça ne va plus aller. Je crois qu'on est un peu dans une situation comme celle-là, c'est-à-dire que les grandes puissances, vu l'importance du dossier dans un monde déchiré et fragmenté, où il y a le front ukrainien, la question chinoise et le Moyen-Orient, les États-Unis n'ont pas envie de dépenser trop de temps et d'énergie au Moyen-Orient. Mais vous ne citez pas la France, à aucun moment. Là, elle n'existe pas dans votre scénario. Je crois que Mme Colonna est sur place en ce moment, mais elle y est principalement pour témoigner. Elle est arrivée ce matin à Ashkelon. Voilà, de la solidarité du gouvernement français avec les franco-israéliens dont un certain nombre, je n'ai pas le nombre exact en tête, ont été malheureusement tués. Vous avez 17 ressortissants français tués et une quinzaine de disparus, probablement otages. Donc, voilà. Et donc c'est un enjeu essentiellement de politique intérieure. Justement, sur ce point, Emmanuel Macron, qui recevait les chefs de parti cette semaine, dit que des négociations sont en cours avec des intermédiaires. Peu de précision quant à ces intermédiaires, justement. Est-ce qu'il faut immédiatement penser au Qatar pour suivre ce que vous disiez à l'instant? Le seul intermédiaire qui aujourd'hui a accès à tout le monde, c'est le Qatar. Erdogan a essayé de se positionner là-dessus, mais il est discrédité. Il n'est pas pris au sérieux. Donc, à mon sens, les choses se jouent aujourd'hui. L'endroit où on parle, c'est le Qatar. Et tout le monde parle au Qatar. Le fait que le ministre
iranien y était hier soir, je ne sais pas s'il y était encore du reste, mais est ainsi. Bon, c'est pas loin, hein. Le Qatar et l'Iran, vous savez, se partagent le plus gros champ gazier du monde. Oui. Imaginez un verre dans lequel vous ayez, c'est le champ de gaz, vous avez deux pailles, celle du Qatar fonctionne, la vôtre, j'imagine que vous jouiez l'Iran, Nicolas Douac, est bouchée. Donc vous acceptez que je pompe dedans, mais à condition qu'on fasse quelques contreparties financières. Et donc il y a énormément de liens entre l'Iran et le Qatar. Quand le Qatar était sous blocus de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte et du Bahreïn et des Émirats, les avions passaient par l'Iran, qui faisait d'ailleurs payer le Qatar assez cher. Donc, si vous voulez, il y a toutes sortes de relations structurelles irano-qataries qui font que... et aussi, le Qatar est protégé. Aucun Israélien ne va tirer un missile pour tuer un chef du Hamas au Qatar quand il est en train de discuter avec le ministre iranien. Vous avez fait allusion à Kippour. Après Kippour, quelques années plus tard, il y a les premiers accords de paix entre Israël et l'Égypte. Il y aura plus tard les premiers accords de paix entre Israël et la Jordanie. Je veux dire, cette dernière guerre d'État a donné lieu à ce processus de paix. On sait ce qu'il en est advenu. Est-ce que vous imaginez une seule seconde qu'après ce qui vient de se passer là, le Qatar ou d'autres peuvent faciliter un retour d'un processus de paix possible entre Israël et les Palestiniens? En tout cas, je suis convaincu que c'est ce que les Américains ont dans la tête. Et que ça n'est pas complètement impensable. Parce que l'Iran est pris aussi dans une course en avant, une fuite en avant terrible. La position iranienne aujourd'hui se construit aussi sur une répression interne de plus en plus énorme. On vient de fêter l'anniversaire de l'assassinat de la jeune Mahsa Amini, un mouvement social qui a été réprimé avec violence. Le système de la République iranienne a vécu sur une sorte de consensus, c'est-à-dire que c'était les mollahs, les curés, si j'ose dire, qui tenaient les affaires. Et puis en Iran, ce qui était interdit, c'était de faire de la politique. Mais vous pouviez finalement faire tout ce que vous voulez. Le chiisme distingue ce qu'on appelle le zahir et le batin, ce qui est visible et ce qui est caché. Visible, tout est interdit. Caché, tout ce que vous voulez. J'ai souvenir à Téhéran d'être allé dans des soirées qui étaient les plus arrosées, et puis je ne dirai pas le reste dans la télévision, que je n'avais jamais vu dans ma vie. Je n'ai pas une vie de patachon particulièrement, mais c'était vraiment très impressionnant. Et ça, le Pasdar, qui est le gardien de la Révolution, qui l'îlotier, était bakchiché, il n'y avait aucun problème. Là, on laissait les gens faire à peu près ce qu'ils voulaient si ce n'était pas public. Là, il y a eu une marginalisation des mollahs, une prise de pouvoir par la dictature militariste des gardiens de la Révolution, et c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Ils sont en train de chercher une voie pour l'avenir. Il faut garder la puissance nucléaire. Ils sont au dépit du seuil nucléaire. On ne sait pas très bien où ils en sont. S'ils ont, on pourrait la fabriquer en 2 semaines selon les renseignements américains. Oui, alors ça, vous savez, c'est comme vous m'avez demandé. Alors cette offensive, ça fait, oui, je dis oui, ça fait un certain temps qu'on l'annonce. Ça fait un certain temps qu'on annonce que l'Iran a la bombe nucléaire demain. En tout cas, je ne suis pas spécialiste ces questions-là, mais on est dans ces eaux. Et surtout dire, c'est que l'enjeu de la guerre aujourd'hui, il n'est plus dans les mains des acteurs locaux exclusivement. Il s'inscrit dans une chose importante. Il faut aussi voir que Netanyahou, parmi les erreurs qu'il a faites, et les fautes qu'il a faites de point de vue, pas moral, mais du point de sa stratégie, Netanyahou cultivait énormément Poutine. Il n'a d'ailleurs jamais soutenu l'Ukraine, il n'a pas fourni de système de défense à l'Ukraine. Et là, il a largement perdu Poutine, car Poutine a eu besoin de l'Iran. Les Iraniens ont livré des missiles Shahed, qui tuent des civils en quantité, même s'ils ne sont pas très performants, à la Russie pour lutter contre l'Ukraine. Gilles Kepel, juste pardonnez-moi, le temps file et c'est passionnant. Nous arrêter sur l'actualité, ce qui est en train de se produire en ce moment dans cette bande de Gaza, cet appel à évacuer des millions de Palestiniens. Le pape, à l'instant, appelle et demande des couloirs humanitaires pour les habitants de Gaza. Vous paraissiez plus que dubitatif quant à la possibilité que justement cette évacuation ait lieu, puisque l'Égypte... Alors, je ne sais pas si vous pouvez montrer une carte de Gaza à l'écran, parce que les téléspectateurs n'ont peut-être pas tous ça en tête. La régie vous entend et on va voir cette carte de Gaza. D'un côté, vous avez au nord, c'est Israël, c'est par là qu'il y a eu les saignements. À l'est, c'est Israël. Au sud, c'est l'Égypte. Et à l'ouest, voilà, c'est la Méditerranée. Bon, c'est un peu. Vous corrigerez l'orientation avec moi. L'Égypte, d'après mes informations, vient de murer sa frontière
pour empêcher l'escalation. Et de ce que j'ai vu, les Américains ont négocié que 600 Palestino-Américains qui sont là puissent passer en Égypte. Je ne sais pas si Mme Colonna pourra négocier que je ne sais combien de Palestino-Français puissent faire la même chose, mais c'est une autre question qui est le prolongement de la réponse à la question que vous me posiez tout à l'heure. Et cette situation aujourd'hui de couloir humanitaire, d'abord il faut encore que les États les laissent passer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? L'Égypte a dit, nous n'en voulons pas. Parce que l'arrivée de Palestiniens dans le Sinaï, qui est une zone extrêmement sensible, où les Bédouins sont en révolte régulière, où il y a des mouvements islamistes qui restent quand même implantés, où Daesh a des cellules dormantes, c'est la naissance d'un problème sécuritaire ingérable pour l'Égypte, qui n'a pas envie de récupérer la patate chaude palestinienne. Il faut bien voir que les États arabes, ces derniers temps, n'ont quand même pas brillé par un soutien absolu aux Palestiniens. Et comme Israël, d'une certaine manière, ils étaient bien contents qu'ils soient enfermés à Gaza et qu'on les oublie. D'une prison à ciel ouvert, quel sort donc pour ces millions de Palestiniens aujourd'hui dans cette bande de Gaza? Pour l'instant, c'est un sort épouvantable parce que la plupart d'entre eux ont été contraints, tous ceux qui habitent dans le nord, de quitter leur logement s'ils le pouvaient. Puisqu'il y a une route, en gros, je la connais, je l'ai prise, qui était déjà pas très large, qui doit être complètement embouteillée, et il y a un certain nombre de gens qui, de toute façon, ne partent pas, parce qu'ils ne peuvent pas partir. Et tout simplement, c'est bloqué, et puis ils ne savent pas où aller. Où vont-ils se dire? Donc l'idée de Netanyahou, qui est que les Palestiniens civils s'en aillent, comme si allaient rester uniquement les djihadistes avec une pétoire pour les accueillir, et les otages au-dessous, ça ne me semble pas d'un réalisme extrême. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de gesticulations politiques, mais que la décision, c'est les grandes puissances qui convergent aujourd'hui dans les grands hôtels de Doha, au Qatar. Gilles Kepel, merci infiniment pour cet échange passionnant.